On continue notre historique de l'étude des ovnis. Dans la première partie de cette série de vidéos, dont le lien est dans la description, nous avons vu comment l'armée américaine avait étudié les ovnis de 1948 à nos jours, produisant plusieurs rapports. Le dernier, publié en juin 2021 par la DNI, Defense National Intelligence, explique que les ovnis sont bien réels et que ce n'est pas une technologie secrète américaine, qu'il est peu probable que ce soit une technologie ennemie, sous-entendue russe ou chinoise, mais que rien ne prouve que ce soit extraterrestre. Dans cette vidéo, nous allons voir comment la France a étudié le phénomène, quels organismes s'y sont intéressés et leurs conclusions. Restez jusqu'à la fin pour découvrir quel président français aurait été briefé par un ufologue américain controversé. Bienvenue dans Phénomène. Vous voulez vous demander si les extraterrestres existent vraiment. Là, ça aurait été une Ouais. info. Là, c'est crédible, c'est plausible. Quand vous arrivez président, vous apprenez des trucs dingues et d'un coup vous avez une news, à un moment vous ouvrez un livre et il y a des news vraiment dingues, juste pour savoir. Mais pas besoin de dire le contenu. Mais est-ce qu'il y a vraiment un moment où vous apprenez un truc où vous faites « Ah d'accord, ah il y a ça, et d'accord ». Oui, il y a des choses qu'on n'imaginait pas, ouais. Ça c'est vrai. Il n'y a pas que l'armée américaine qui s'intéresse aux ovnis. En France, c'est le 12 janvier 1955 que le journal officiel révèle l'existence du CMOC, la section d'études des mystérieux objets célestes. Sa création est sûrement une réponse à la vague d'observation de 1954, vague représentant 2% des observations mondiales. Les archives du CMOC sont classées secret défense, et nous ne pourrons donc pas en dire plus. Mais il faut dire que la France n'est pas épargnée par le phénomène. De nombreuses observations civiles sont rapportées durant la seconde moitié du XXe siècle. Les associations ufologiques fleurissent et face à une pression grandissante du public, en 1977, l'État confie au Centre national d'études spatiales, ou CNES, la création du groupe d'études des phénomènes aérospatiaux non identifiés, ou GEPAN. Avec le GEPAN, la France est l'un des premiers pays au monde à communiquer sur sa recherche autour des ovnis. Le groupe d'études a pour principale mission la coordination des rapports de la Gendarmerie nationale, de l'aviation civile, de l'armée de l'air et de Météo France, mais aussi étudier le phénomène. Entre 1977 et 1983, le GEPAN produit de nombreuses notes techniques pour informer le public sous la direction de Claude Power. Portrait. Claude Power est un ancien ingénieur du CNES, doctorant en astrophysique. Il est directeur de la division fusée-sonde, et en 1969, il voyage aux États-Unis et rencontre J. Allen Hynek. Souviens-toi, c'était le scientifique qui était consultant pour le projet Blue Book. C'est ainsi qu'il s'intéresse au phénomène ovni pour la première fois et rejoint Hynek et Jacques Vallée, dont on reparlera prochainement, dans le Collège Invisible, un groupe de scientifiques s'intéressant au phénomène. Il se rapproche ensuite du GEPA, une association civile étudiant les ovnis. On peut considérer cette association comme l'ancêtre officieux du GEPAN. Après avoir rédigé une étude statistique, il commence à faire du lobbying auprès de sa hiérarchie au CNES. En 1977, le CNES annonce la création du GEPAN et le nomme directeur. Et nous voilà revenus au GEPAN. Sous la direction de Claude Power, le GEPAN se veut le plus transparent possible. En 1978, Claude Power conclut au conseil scientifique du GEPAN que les ovnis sont bien des objets volants matériels, mais dont l'origine est inconnue. En décembre 1978, il est invité à prendre un congé sabbatique et il ne s'occupera plus d'ovnis. Officiellement. C'est ensuite le mathématicien Alain Esterle qui reprendra la direction du GEPAN jusqu'à ce qu'il démissionne en 1983. Viennent ensuite les heures sombres. En 1983, Jean-Jacques Velasco, qui participait déjà au GEPAN, en devient le directeur. Malheureusement, les moyens du GEPAN sont réduits au maximum. En 1988, le GEPAN est remplacé par le Service d'expertise des phénomènes de rentrée atmosphérique, ou CEPRA. Pourquoi ce changement ? Pour s'écarter de l'hypothèse sous-coupiste, comme on dit chez nous, soit l'hypothèse que les ovnis sont matériels, faits de tôle et de boulons, quoi. Dirigé par Jean-Jacques Velasco, il portera le programme à lui tout seul, ou presque, pendant 17 ans. L'objectif du programme est double. Petit 1, prévoir et étudier les rentrées atmosphériques de météores et de satellites artificiels. Petit 2, analyser les informations concernant les phénomènes aérospatiaux non identifiés, les PAN, qui remplacent le traditionnel OVNI afin d'élargir le champ d'étude aux phénomènes non physiques. En 2001-2002, le CNES cherche à supprimer le CEPRA. Après avoir réalisé un audit auprès de la communauté scientifique, il conclut que l'étude des PAN peut avoir un intérêt scientifique, ce qui sauve un temps CEPRA.
Il faut comprendre que le CEPRA n'a pas vraiment de moyens. Le projet ne peut pas lancer d'enquête, mais peut consulter les rapports de gendarmerie et des compagnies aériennes. Malgré tous ces efforts, la position de Jean-Jacques Velasco, qui favorise l'hypothèse extraterrestre, pousse le CNES à fermer le CEPRA en 2004. Après avoir tué le CEPRA, le CNES fait renaître le GEPAN en y ajoutant un I. Un I pour information, symbole du but d'ouverture du nouveau GEPAN. À la demande de Jacques Chirac, Yves Sillard, alors à la tête du comité de pilotage du GEPAN, ouvre la boîte de Pandore et publie les archives jusque-là classées secret défense. Depuis 2007, le GEPAN publie sur son site internet ses études et l'ensemble de ces cas, classés de A à D. Le GEPAN classe les cas étudiés en 4 catégories. La catégorie A, les phénomènes parfaitement identifiés. La catégorie B, pour les phénomènes probablement identifiés. La catégorie C, pour les phénomènes non identifiés par manque de données. Et la catégorie D, pour les phénomènes non identifiés après enquête. Alors, maintenant que tu sais comment sont classés les cas, tu dois te demander s'il y a des cas non identifiés après enquête. Oui, 99 cas sont classés D, soit 3,4% des cas étudiés. Et ils s'étalent de 1951 à 2009. Par exemple, tu peux consulter ce cas du 15 octobre 2004 où une patrouille de Mirage est fugitivement suivie par un trafic inconnu. Le cas est décrit ainsi. Le 15 octobre 2004, le leader d'une patrouille de Mirage 4 est alerté par un de ses coéquipiers qui signale être suivi par un aéronef dans les 5 heures, donc derrière lui. Le leader acquiert également le visuel du point qui disparaît au bout de 15 à 20 secondes. Le leader conclut au passage d'un aéronef de type chasseur, mais aucune trace n'a été repérée par les contrôleurs au sol. L'événement reste inexpliqué. Chaque cas présente la date d'observation, la région et le département où ça s'est déroulé, la classification et les témoignages. Ok, on a passé en revue les programmes officiels, mais il n'y a pas que qui s'intéressent au sujet en France. Regardons les organismes civils, associations et commissions. Cometa, acronyme de Comité d'études approfondies, est une association fondée en 1996. Son but est la sensibilisation des pouvoirs publics et de la population au phénomène OVNI ou PAN. En 1999, l'association produit un rapport, le rapport Cometa. Logique. Ce rapport de 90 pages est présenté par Jean-Jacques Velasco et le général Denis Letty, parmi d'autres militaires, scientifiques et pilotes. Le rapport est le fruit de 3 ans de travail. Sa conclusion: les ovnis sont une réalité physique quasi certaine et à la vue des prouesses mesurées, l'hypothèse extraterrestre leur paraît comme la plus probable et crédible. Tout en différenciant la réalité des ovnis de la notion de visiteur extraterrestre. Ça reste une hypothèse. En 2008, l'Association aéronautique et astronautique de France, A3F, crée la commission Sigma dont le but est d'étudier l'origine du phénomène OVNI. On peut dire bravo pour enfin poser une vraie question. La commission Sigma rend un rapport d'étape en 2010, de 15 pages, puis un rapport final en 2012. Si le rapport final n'est pas consultable, nous avons consulté le rapport d'étape. Les conclusions restent dans la lignée du rapport Cometa. En 2021, en même temps que la DNI américaine, la commission Sigma 2 publie un rapport de 390 pages sur le phénomène. Outre l'étude approfondie de nombreux cas partout dans le monde, confirmant la dimension mondiale du phénomène, les conclusions demeurent toujours dans la lignée du rapport Cometa. Nous sommes face à un phénomène réel, parfois physique, présentant des caractéristiques technologiques inconnues. L'hypothèse extraterrestre plane, mais toujours aucune preuve. Nous avons vu que bien avant les Américains, la France a réalisé la réalité du phénomène au sens physique. S'il doit y avoir encore des dossiers bien classés secret défense dans les archives, le GEPAN est un exemple de transparence à travers le monde sur l'étude des ovnis. Certains ne manquent pas de le critiquer, car oui, on peut toujours faire plus, mais peu de pays ont publié leurs archives. Pourtant, ces dernières années, ce n'est pas tant le GEPAN que les associations civiles qui portent la question. Alors, avec le regain d'intérêt pour les ovnis, penses-tu que l'État doit s'y intéresser davantage ? Écoutons ce que disait Alain Juillet, ancien directeur de la DGSE, dans le très bon documentaire de Dominique Filol, OVNI, une affaire d'État. À partir du moment où vous avez une campagne de communication par des professionnels et qui explique effectivement ce genre de choses, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'au minimum, c'est une sensibilisation de la population américaine. Au minimum. Ça peut être aussi la préparation à une nouvelle réalité, c'est-à-dire qu'un jour, on leur dise « ben oui, ça existe et voilà comment c'est ». On les aura préparés à ça. Imaginez simplement qu'on nous dise ben écoutez, maintenant on est sûr de nous, on a la preuve que notre monde est également visité par d'autres mondes, où il y a des passages entre plusieurs mondes qui se font.
autant vous dire que ça va quand même créer un vrai problème au niveau... Ça va faire réfléchir beaucoup de monde, parce que ça veut dire qu'on rentre dans autre chose. Et une problématique où il y a effectivement il y a des risques qu'on ne maîtrise absolument plus. A priori, ils sont gentils, mais on n'en sait rien, et de toute manière, on ne maîtrise rien. Alors, donc là, donc ça veut dire qu'on est avec quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Or, vous savez que l'être humain, et surtout aujourd'hui, déteste se trouver dans des situations où il ne maîtrise pas, il ne contrôle pas la situation. Dans la prochaine vidéo de cette série, nous parlerons des organismes qui étudient les ovnis ailleurs dans le monde. N'hésite pas à aller sur la chaîne pour découvrir les autres séries de vidéos sur les ovnis. Mais en attendant, on revient sur notre mystère. Quel président français aurait été briefé par un ufologue américain controversé? Note la réponse en commentaire si tu le sais. C'est fait? Ok. Il s'agit du président Nicolas Sarkozy. Bon, à l'époque, il n'était pas encore président, mais d'après l'ufologue controversé Steven Greer, il aurait briefé Nicolas Sarkozy en 2007 quand il était encore ministre de l'Intérieur. Dans son documentaire, Unacknowledged, Greer présente un document signé par l'ancien président confirmant le briefing. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Et si tu veux nous aider, va faire un tour sur notre Tipeee, le lien est dans la description avec toute la bibliographie de cette vidéo.